à tous, ravi d'être avec vous. Je m'appelle Hakim Demora, donc je suis directeur marketing sur la partie e-commerce donc chez Auchan. Donc le canal e-commerce chez Auchan, pour votre info, c'est 4 enseignes principales, donc Auchan.fr, qui est donc un site e-commerce basé principalement sur la partie non alimentaire, Auchan Drive, qui sont les courses en drive, dont 2 représentants sont dans la salle et que je salue, Auchan Direct, qui sont la livraison de courses à domicile, et Chrono Drive, qui est aussi en fait la partie drive sur une autre enseigne. Aujourd'hui, je vais vous présenter surtout le site Auchan.fr, donc le portail de la marque Auchan, qui a un site à vocation surtout non alimentaire, par rapport aux autres sites qui ont vocation plutôt à travailler l'alimentaire. Donc le portail Auchan, c'est avant tout donc un site top audience 15 médiamétrie, donc un site avec beaucoup de trafic. Je reviendrai tout à l'heure sur cette dimension trafic qui aujourd'hui pour nous est importante et qui nécessite cette dimension de personnalisation, parce qu'aujourd'hui on a un niveau de trafic qui est conséquent, mais qui nécessite aujourd'hui vraiment un travail beaucoup plus fin pour vraiment affiner cette notion de parcours client. On a un site qui est dans le top 3 en termes de performance. Ça aussi, c'est un sujet, on pourrait aussi faire la matinée dessus, qui est extrêmement important pour nous, parce que quand on parle de perso, on a une notion de temps réel, et le fait d'avoir des sites performants, c'est extrêmement important. Que ce soit en termes de desktop ou de mobile, on a des vrais travaux qui ont été menés depuis un peu plus d'1 an, qui nous permettent d'avoir des temps de réponse, que ce soit sur des parcours simples ou très personnalisés, qui permettent au niveau du client d'avoir toujours une satisfaction en termes de pertinence et de rapidité. On a une offre généraliste, et ça c'est vraiment extrêmement important, donc on a plus d'une trentaine de rayons, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut vendre à la fois du meuble, comme des poussettes, comme du vin, du high-tech, donc on a vraiment énormément d'offres. On a aussi une intégration avec la marketplace qui est apparue il y a un peu plus de 8 mois, ce qui fait qu'on a vraiment une offre très large et très profonde. Donc lorsqu'on prend aujourd'hui le premier, deuxième point, qui est l'audience multipliée par l'offre, on a des parcours d'achat qui peuvent être extrêmement complexes et des clients qui sont en recherche de produits et pour qui ça peut être extrêmement compliqué de se retrouver avec le bon produit ou la bonne communication. On a des parcours cross-canaux, donc ça aujourd'hui, Auchan en tant que retailer historique est très connu pour sa dimension aussi hypermarché. Notre enjeu pour nous, c'est aussi d'être en capacité de mailler les magasins et nos sites web. Donc je vais mettre un chiffre qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui 40%, plus de la moitié, on est à 45% de nos commandes qui sont retirées en magasin. Et on a d'autres types de commandes qui sont retirées en 1 heure aussi en magasin. Donc il y a une vraie logique aujourd'hui à s'appuyer sur notre puissance retailer pour entre guillemets apporter une valeur ajoutée par rapport à cette dimension e-commerce. Un peu comme tous les grands e-commerçants, on est aussi face à une concurrence comme Amazon ou Cdiscount. Le gros avantage, c'est nos points de vente physiques. Donc on a un vrai service à valeur ajoutée qui fait que nos clients, dans leurs courses du quotidien, peuvent aussi retirer des achats qu'ils ont fait en ligne avec la meilleure offre et le meilleur prix aussi. Donc là, c'est un enjeu pour nous qui est extrêmement fort. Et on le verra après, cette dimension-là fait qu'aussi, quand on a un site généraliste, avec autant de produits et autant de parcours, il faut aussi personnaliser. Je prends un exemple, Auchan n'est pas présent en Normandie. Forcément, avoir des parcours qui viennent valoriser cette dimension cross-canal n'a aucune cohérence et aucune pertinence du point de vue du client. A contrario, une personne qui est sur l'île, où on a une densité de la marque Auchan en termes de retail qui est extrêmement forte, on va plutôt aller appuyer le message. Donc pour ne pas être moyennisant et se dire on va en parler qu'un petit peu, parce que pour celui qui est en Normandie, ça va être déceptif, et inversement, pour celui qui est à Lille, il faut quand même qu'il le sache, on va plutôt vraiment personnaliser par rapport au fait qu'il faille vraiment aller à fond quand on est vraiment sur une zone de chalandise, et pas du tout quand on est en zone de chalandise. On le verra. Donc il y a vraiment, j'y reviendrai après, différentes dimensions sur lesquelles il faut appréhender la dimension de perso. Et cette logique-là doit être vraiment le driver, on l'a vu tout à l'heure par la dimension de volume et d'effet sur le lift que vous aurez sur ces volumes-là, qui doit vraiment prioriser vos choix en termes de perso. Et une approche cross-device qui est aujourd'hui qui s'impose à nous. Hein. Donc là, on n'a pas fait le choix à un moment donné de dire on va développer le mobile. Le mobile s'est imposé à nous. Donc aujourd'hui, on a plus de 40% du trafic qui est sur mobile, sachant sur certaines cibles qu'on appelle nous stratégiques, on a dépassé les 70%. Donc sans trahir de secret, donc nous une des cibles qui est stratégique, c'est la jeune maman, qui est quand même une cible très prescripteur sur pas mal d'achats, notamment sur la partie alimentaire. Et ben, ce niveau de trafic sur la jeune maman à 70% sur le mobile est un entrant fort pour nous dans notre façon d'approcher à la fois le développement des interfaces mobiles, mais aussi des parcours clients sur la partie mobile. Très bien. Donc les enjeux alors. Alors les enjeux, ils sont nombreux. Hein. Donc surtout, alors, on va parler du client. Pour nous, c'est une expérience vraiment personnalisée et contextualisée. On différencie bien la notion de personnalisation et de contextualisation pour chaque visiteur. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, un niveau de trafic qui est même très important, une offre qui est extrêmement large. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dissocie ce qu'on appelle la perso CRM et la perso temps réel. La perso CRM, c'est qui sont mes clients, et dans ma logique d'acquisition de trafic ou de communication offensive vers ces clients-là, c'est parce que je connais qui ils sont que je peux en fait déployer le bon message. C'est un peu ce que vous faites déjà tous au niveau de l'emailing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez de base emailing, il
il y a encore très peu, ou voire quasiment plus, d'annonceurs qui font du mass mailing. Vous allez plutôt définir aujourd'hui, par votre connaissance client, des niveaux de ciblage, et pour chacun des ciblages, définir le bon contenu. Ça, sur ce média-là, c'est assez bien déployé. On a suffisamment d'expérience et de recul pour maîtriser cette logique-là. Ça l'est encore très peu sur la dimension d'acquisition de trafic. Donc aujourd'hui, quand on fait de l'acquisition de trafic, soit vous faites du search, soit vous faites du push, donc notamment sur du push avec du Facebook Custom Audience, avec du display. C'est comment cette logique-là vous permet en fait d'aller chercher votre client avec le message le plus pertinent. Donc si je reprends mon exemple tout à l'heure de jeune maman, ma jeune maman qui pour le coup a des achats récurrents sur de la puériculture, ou en tout cas sur des produits qui sont dans l'univers de l'enfant, les messages qui vont me permettre d'aller attirer cette cible-là, donc en display ou en search, ça va être des messages qui vont être autour de ces univers-là. Par contre, lorsqu'on parle de, entre guillemets, de CRM et de temps réel, cette cliente-là qui arrive sur le site et qui à l'instant T fait une recherche sur du lave-linge, cette notion d'univers produit disparaît complètement. Donc pour être très clair, je vais plutôt m'appuyer sur le CRM pour générer du push trafic, et je vais m'appuyer sur la perso temps réel pour adapter mon discours par rapport à un comportement du client qui m'aura fourni une information qui est extrêmement précieuse. Donc au final, mon client, donc ma jeune cliente par exemple, qui a un problème de lave-linge, pour qui le vendredi soir il y a une panne qui est forcément pas prévue, moi je ne pourrais pas le connaître. Quels que soient aujourd'hui mes data scientists ou ma connaissance client, le fait que son lave-linge tombe en panne, je ne le saurais jamais. Ce qu'elle va par contre faire, cette jeune maman, c'est que son réflexe c'est d'aller sur Google, de taper lave-linge et d'arriver soit en search, soit en SEO depuis Google avec soit une URL qu'on aura pu personnaliser, soit directement sur une landing page qui intègre lave-linge. À ce moment-là, cette logique qui était de dire je vais lui pousser des poussettes n'a plus aucun sens. Et c'est à ce moment-là, en temps réel, comment tout mon site va permettre d'être, en tout cas, se transformer en personnalisation pour m'autoriser à la fois les bons produits et les bonnes communications qui vont répondre à son enjeu. Donc ce qui est important, et c'est le premier point qui vraiment demande une vraie maturité d'un point de vue métier, c'est la connaissance client. Aujourd'hui, la connaissance client, c'est encore un parent qui est assez pauvre, parce que forcément, c'est de l'investissement au niveau des annonceurs. C'est comment ma connaissance client est suffisamment puissante pour m'accompagner et détecter en fait quelles sont les cibles les plus pertinentes et les plus stratégiques, et en amont, identifier aussi quels vont être entre guillemets l'ensemble des messages commerciaux que je pourrai en fait affecter à cette cible-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on l'a vu à la démo, moi, forcément, me buffe toujours autant, même si ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on travaille sur ces solutions-là. C'est que techniquement et d'un point de vue technologique, même s'il y a quelques enjeux à régler, quoi qu'il en soit, c'est qu'on a quand même aujourd'hui des outils qui sont extrêmement puissants. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les équipes métiers et est-ce que côté annonceur, on est suffisamment mature pour pouvoir utiliser ce type d'outils? La réponse elle penche plus vers le non que vers le oui pour l'instant. Parce que globalement, vous allez le voir, et vous l'avez vu aussi, c'est qu'il faut surtout être aligné d'un point de vue métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance client qui soit puissante, il faut qu'on ait des plans commerciaux qui intègrent et qui réagissent et qui fabriquent leurs plans commerciaux par rapport à cette connaissance client. Donc là aussi, il n'y a plus une logique, on va être uniquement en push et on va déployer des opérations massives qu'on va communiquer à tout le monde quoi qu'il en soit. Donc c'est comment la connaissance client parle suffisamment et suffisamment d'input du côté des plans commerciaux pour qu'eux réagissent différemment. Et ensuite, sur cette dimension plutôt de personnalisation du parcours, c'est comment les équipes qui créent les parcours clients intègrent aussi les nouveaux espaces qui vont dynamiser cette expérience client. Puisque, je vais prendre des exemples, en logique de perso, on va voir quoi? On va avoir la volonté de recruter plus d'opt-in, on va vouloir faire plus de chiffres, on va vouloir faire plus de cartes, en tout cas avoir plus de programmes de feed et avoir plus de personnes qui prennent nos cartes. Donc, on va avoir énormément d'objectifs simultanés. Et c'est comment, par rapport à tous ces objectifs, on arrive déjà à les séquencer et à les prioriser par rapport à différents espaces. Donc même aujourd'hui, quand on parle de parcours client, je vous citais le mobile en termes d'expérience, c'est quand même c'est pas que c'est très pauvre, mais c'est beaucoup plus difficile d'expérimenter différents espaces en mobile que sur le desktop. Donc comment on intègre aussi cette logique-là en conception au niveau de nos interfaces, que ce soit mobile, desktop et demain d'autres interfaces. Et ensuite, en acquisition de trafic, donc quand on parle vraiment d'alignement, c'est comment ensuite les personnes passent des logiques d'acquisition qui sont entre guillemets d'acquisition pure levier, où avant on achetait en SEO, on achetait en SEM, on faisait de l'emailing, presque tout en silo, et comment on repasse sur une logique marketing où on est centré client, où de nouveau on reprend les problématiques de l'acquisition côté client, où on se dit la connaissance client m'a identifié que la cible jeune maman est très importante, les plans commerciaux ont créé des messages et entre guillemets des pushes qui vont permettre d'aller chercher cette cible-là, et comment dans ce cas-là je dégage un investissement suffisamment intéressant pour aller opérer ces campagnes-là sur du Facebook Custom Audience, sur du Customer Match, ou grâce à Ad Server sur de l'acquisition display. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle nous, entre guillemets, l'amélioration continue. C'est une fois que l'acquisition a fait sa campagne, combien en fait on a activé côté CRM. Donc on n'est plus sur une logique aujourd'hui, on va attribuer, et on va avoir une logique, comme on l'avait fait un temps, first click, last click, on va attribuer un chiffre d'affaires à un levier. Limite ça on s'en fout, le levier ne devient qu'un seul moyen.
Ce qui est pour nous important, c'est pour combien j'ai investi et combien de clients côté CRM j'ai réussi à activer. Et ensuite, que ce soit sur du search, sur du display ou autre levier, ce n'était qu'un moyen. Et ce moyen-là, c'est juste que j'ai mesuré la dépense que j'ai consentie pour ensuite me dire, en effet, la transformation ou l'activation ou le recrutement de ce client-là m'a coûté autant. Ensuite, en termes de lifetime value, est-ce que ce client-là, dans le temps, vaut toujours le coup? Et si c'est le cas, comment je travaille sur du lookalike pour, dans ce cas-là, extrapoler plus largement mes campagnes? Donc il y a une vraie logique où la maturité métier fait que, d'une part, il faut avoir une vision qui intègre en fait l'ensemble de ce marketing centré client. Donc forcément, comme je vous dis, c'est vraiment tous les métiers, en tout cas du côté marketing dans un premier temps, qu'il faut savoir intégrer. Donc, y compris les parcours clients et presque une partie sur la partie développement des front office web. Et à côté de ça, avoir une vraie logique sur cette capacité à mesurer et avoir cette logique de mesure qui soit pertinente et systématique dans toutes les approches qu'on peut avoir. Donc, pour le client, ça se traduit par quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on fait nous nos campagnes en termes d'acquisition, c'est que le message qu'on va retrouver sur l'acquisition de trafic sera forcément pertinent et sera cohérent par rapport à ce qu'on aura en termes de landing page. Donc sur le site, on va retrouver tout au long de son parcours, mais aussi sur la landing page, le message qui sera cohérent. Et ce qu'on essaie même de faire, c'est qu'aujourd'hui, dans la partie ce qu'on appelle les moteurs de promo, donc nous on a un moteur de promo qui gère la promo aussi en temps réel, il va permettre aussi d'aller affecter par rapport à ce client-là, donc d'un point de vue vraiment individuel, donc on n'est pas uniquement sur la notion statistique, on est à l'individu, de définir qu'on veut lui attribuer cet avantage-là. Et donc je prends l'exemple, ma jeune maman par rapport à une autre jeune maman qui n'est elle pas active depuis 6 mois, et qui pour le coup est une cliente importante pour moi, et ben, je vais décider de lui déclencher aussi 5 € de promotion supplémentaire en temps réel, parce que sur cette cliente-là, j'ai estimé qu'en termes de LTV, ça valait le coup. Donc il y a vraiment toute cette chaîne-là qu'il faut avoir en tête, et se dire que cette chaîne-là, donc elle doit être personnalisée, elle doit être personnalisée en temps réel, et pour ça, c'est un peu toute la démarche qu'on a vue en termes d'outils, qui permet vraiment d'aller sur un niveau industriel. Parce que ça, si vous le faites à la main, je pense que soit alors vous êtes 1 milliard dans vos équipes, mais ça m'étonnerait, soit à un moment donné, vous avez bien rationalisé, vous avez vraiment créé de la polyvalence, et vous êtes vraiment sur des gens qui sont experts de leur métier, donc vraiment en vertical. Par contre, on a des outils après qui automatisent et qui industrialisent l'approche. Je passe sur la suite. Donc, il y avait peut-être juste là sur ici, donc ce qui avait d'important pour nous, et ça je pense que vous êtes tous aujourd'hui confrontés à ça, c'est que dans la partie entreprise, l'investissement, c'est vraiment un des éléments qu'on essaie vraiment de travailler et qui est un élément vertueux de toute l'approche. Aujourd'hui, forcément, quel que soit votre niveau de budget, donc il y a une base 100. Cette base 100, elle est incompressible. Donc aujourd'hui, c'est rare qu'on nous dise tu peux aller passer sur 150. On est plutôt à dire essayer de passer à 80. Mais en tout cas, c'est sur le sens, sur l'euro que j'investis, comment j'ai toujours une capacité à produire plus. Et cette notion de production supplémentaire, donc productivité commerciale de l'euro investi, il est vraiment intéressant lorsqu'on passe sur cette connaissance client, puisqu'on va plutôt aller investir sur qui on souhaite vraiment investir. Donc on a vraiment une cible choisie, à l'inverse de ce qu'on faisait historiquement sur la partie qui était uniquement logique sur du levier. Mais ce qui est important de nouveau, c'est que le fait d'aller chercher la bonne personne, c'est pas tout. Donc en effet, il faut le bon message et il faut ensuite la bonne perso sur l'ensemble du cycle client. Très bien. Donc des enjeux extrêmement importants. Une question, une fois qu'on se met ce genre d'objectif, c'est comment on s'organise pour avancer dans cette direction-là. Comment vous êtes organisé Alors là, je vais laisser la parole à Alexandre qui est en charge du sujet. Peut-être Alexandre, tu peux te présenter. Bonjour, moi, donc Alexandre Dacosta, moi je suis en charge de la partie Web Analytics, A/B Testing et de la démarche de personnalisation de l'entreprise. Enfin, au champ e-commerce en tout cas. En termes d'organisation, en fait, on a un chef de projet Web Analyst, donc là, en l'occurrence c'est moi, qui pilote en fait toute l'activité A/B Testing et personnalisation et tout l'écosystème. Donc il y a la partie Caméléon, il y a la partie DMP chez nous aussi également. Je travaille donc beaucoup avec les équipes métiers en fait. Ce qui est important nous dans la démarche chez Auchan e-commerce, c'est aussi d'amener toutes les équipes métiers à faire de l'A/B testing et de la personnalisation un réflexe. Donc vraiment créer une démarche d'entreprise. Donc là, quand je parle d'équipe métier, c'est principalement de marketing, mais on a aussi les responsables offres qui sont très impliqués dans ces démarches. Chez nous, en termes de run, grâce à la simplicité de Caméléon, en fait, il y a une seule personne qui arrive pour l'instant sur notre petite base, petite fréquence. On est à quelques tests et quelques personnalisations par mois, donc c'est gérable de tout mettre en place. Grâce aux inputs des équipes métiers, aussi on sollicite pas mal de support de Caméléon, qui est très réactif en l'occurrence. Et on a très peu d'intervention en fait, de l'IT chez nous. L'IT, ils sont simplement là en validation. On a vraiment la main sur les outils. On est très agile.
Là, j'ai créé une personnalisation vendredi, elle est en ligne ce matin. Bon, en termes de délai, on peut rarement faire aussi rapide. Et tu as travaillé samedi, dimanche. Et de nuit, ouais, aussi. Mais, non, mais clairement, en tout cas chez nous, en termes de gouvernance, c'est très simple. Il y a une tête qui représente la personnalisation de l'A/B testing et qui va de la réflexion à la mise en place, qui accompagne toutes les équipes. Et on a vraiment une grosse participation des équipes métiers. Ce qui est important de noter, c'est que là, vraiment, l'organisation est une clé de succès et c'est vraiment important aujourd'hui. Donc, quand on parle d'IT, donc on l'a mentionné ici en termes de validation plutôt technique, puisqu'en effet, c'est aussi qui sont responsables de la tenue de la plateforme, donc ils sont aussi en droit de regard sur l'intégration. Par contre, l'intégration qui est entre guillemets extrêmement simple, donc c'est un code JavaScript à intégrer sur la page. C'est vraiment ça aujourd'hui qui fait qu'on a réussi à avancer très vite. Historiquement, le SI était entre guillemets tout pouvoir sur ce genre de sujet. Le fait en fait d'être crédible du côté métier, donc là il y a une notion de crédibilité qui est importante à trouver, puisqu'Alexandre en fait qui développe aussi, donc qui est aussi en capacité de coder, a réussi en fait à trouver une légitimité du côté IT. Et de ce fait-là, on a réussi vraiment à avancer en ayant une confiance absolue de leur part. Si à un moment donné, on est bloqué dans le process, puisque c'est l'IT qui doit valider l'ensemble des persos et qui doit mettre en œuvre les sujets, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui impactent directement le site. Donc une bêtise, ça peut très vite mettre le site offline, parce qu'on est vraiment sur du code qui est intégré, ce qu'on appelle dans les balises haut de page, donc la balise aide. Ce serait problématique. Donc vraiment dans le circuit, avoir une capacité à être indépendant des systèmes d'information et des SI est extrêmement, pour nous, gain de temps et efficace, et ce qui nous permet justement d'avoir envie d'aller plus loin dans les persos, d'en faire de plus en plus souvent. On parle de sujets, il y a plusieurs sujets en fait, et la question c'est comment est-ce qu'on fasse les choses dans le temps? Sur le phasing, il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Donc c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la dimension de maturité, il faut y aller pas à pas. Ça ne sert à rien de griller les étapes par rapport à un sujet qui est aussi complexe, notamment que la perso. Et donc nous, on a démarré en 2014 avec Caméléon, donc sur l'A/B testing, comme l'a expliqué tout à l'heure Grégoire, vraiment sur une notion d'optimisation des interfaces. Donc une optimisation qui était générique pour l'ensemble des visiteurs, mais qui permettait en effet d'aller pousser le bon bouton ou le bon ordonnancement des facettes au bon endroit. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de très général. Les améliorations de taux de transfo sont là. Par contre, on manquait toujours de pertinence du point de vue client. C'est-à-dire que l'utilisateur, quoi qu'il en soit, il y avait une interface performante. Par contre, le contenu, que ce soit en termes de produit ou de communication, était toujours un contenu massif. Donc il y a bien cette logique-là, et je rejoins Grégoire sur cette dimension de complémentarité. L'A/B test ne supplante pas la perso, et inversement, il y a bien cette logique à garder une logique d'A/B test et une logique de perso. On a lancé ensuite la recommandation produit, puisqu'on avait historiquement des équipes qui s'occupaient d'aller peupler, notamment tout ce qui était espace de cross-sell et d'upsell manuellement, donc dans leur rôle où ils référençaient le produit. Pour chaque produit, ils faisaient l'effort d'aller trouver quels étaient les produits les plus complémentaires. Donc c'est vrai que cette logique-là était très chronophage. C'est pas qu'elle n'avait pas de valeur ajoutée, mais par rapport au temps consacré, la valeur ajoutée était quand même moindre. Donc on a intégré Target to Sell tout début 2015, dans le but vraiment d'automatiser ça. Donc la première logique qu'on a eue, c'était surtout de se dire par rapport aux personnes qui peuplaient ça, qui avaient aussi un pouvoir par rapport à ce sujet, c'était d'A/B tester pour bien valider que d'une part il y avait un gain de temps, donc ça c'était de fait. Par contre il y avait aussi un gain sur la transfo, et donc ça a été l'élément qui a permis justement de faire accepter le sujet. Les gains de transfo étaient significatifs puisqu'on était vraiment sur une logique où la recoproduit n'est pas uniquement sur du contexte, donc c'est pas je propose le meilleur produit avec la télé, c'est je propose le meilleur produit avec la télé par rapport au client. Donc on a une logique de perso et de contextualisation. Donc ça c'est extrêmement important, et c'est ce qui permet justement de décupler la transformation. Et ensuite on a lancé la partie personnalisation, qui est pour nous importante, puisque la perso, on l'a dit, c'est la partie on-site et vraiment la partie off-site, sur la dimension soit de retargeting email ou d'acquisition de trafic. Le but est de dire que le site en tant que tel est un élément du parcours, et aujourd'hui s'arrêter uniquement à personnaliser un site, ce serait extrêmement déceptif pour le client. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est de toute façon la notion de perso sera toujours structurée par rapport à votre offre produit et par rapport aujourd'hui à votre mix en termes de trafic. Si aujourd'hui vous êtes sur une dimension très verticale, vous avez un seul produit ou une seule gamme de produits, la dimension de perso est peut-être moins intéressante. Quand vous avez de multiples univers de produits, là ça devient intéressant. Si vous avez des produits très impliquants, là c'est extrêmement important. Si vous avez des produits peu impliquants, si vous êtes sur de l'impulsion ou sur de l'émotion, c'est peut-être moins important. Si vous avez une logique de trafic qui est très orientée sur de l'acquisition pure, qui vous coûte beaucoup d'argent et qui est vraiment centrée sur un besoin produit, elle est très importante. Si vous êtes sur du trafic très spontané, elle est moins importante. Donc il y a bien en fait aujourd'hui en tant que marketeur de bien définir votre stratégie par rapport aujourd'hui à vos propres enjeux, mais aussi par rapport à qui sont vos clients et aujourd'hui quelle est votre offre et votre proposition de valeur, donc soit en service ou en produit. Très bien, merci. Une autre
merci. C'est une mosaïque de solutions. Vous avez votre socle e-commerce, votre solution qui délivre les pages, la solution Caméléon, la solution Target to Sell. Comment les solutions sont agencées les unes par rapport aux autres? Comment on construit son socle? Alors, comment on le construit? Donc là, c'est vraiment itératif. Il faut surtout, au départ, c'est donc de nouveau se définir en termes de maturité à quel stade on se trouve pour vraiment en fait créer l'écosystème qui est le plus adapté à ce qu'on souhaite faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous voyez, on a comme des solutions qui sont très, très innovantes. Il y en a beaucoup. Ils couvrent beaucoup de sujets. La question, c'est qu'est-ce que je veux faire à l'instant T avec une vision qui va permettre de définir quel est l'écosystème qu'on va devoir aborder. Donc, ce qu'on a fait vraiment, nous, c'est de partir du principe de nouveau d'être entre guillemets affranchi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de pouvoir être mature et responsable du sujet côté marketing sans devoir passer par la SI. Donc aujourd'hui, c'est nous qui définissons en fait les solutions et les usages qu'on souhaite en faire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mode SaaS, qui est quand même aujourd'hui bien répandu et qu'on doit surtout nous aussi évangéliser côté système d'information, c'est de dire en fait toutes les solutions on-premise qui nécessitaient des temps d'intégration extrêmement longs et des coûts assez importants et qui aussi nous embarquer sur des durées extrêmement longues, puisqu'on ne pouvait pas débrancher du jour au lendemain, ça, nous, on a dit on oublie. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment d'avoir un écosystème extrêmement agile, dans lequel en fait, on peut faire du plug and play, donc c'est pas non plus on branche et on débranche avec un peu de temps, mais quoi qu'il en soit, on souhaite vraiment se doter de la meilleure solution sur son périmètre, sans non plus s'embarquer sur des solutions qui font un papa et maman et qui au final ne font pas grand-chose, mais vraiment les spécialistes de chacun des sujets et définir en fait ce qu'on souhaite faire. Donc si on prend l'exemple tout à l'heure, sur la partie on-site, qui est quand même le cœur de notre système en termes de parcours client, on a démarré en fait avec la partie donc A/B testing où on dynamisait le parcours. Donc Caméléon est un vrai élément qui permet de dynamiser le parcours, que ce soit en A/B test ou en perso. Donc vous l'avez vu sur la démo de Frédéric. On va pouvoir vraiment aller soit sur des espaces existants, faire des switches de communication, soit créer à la volée des nouveaux espaces sur de la Popin ou autre, ou même au sein de vos pages, donc vraiment le cœur de page qui a été en fait servi par vos solutions e-commerce. Vous pouvez faire des agencements, donc changer des filtres en termes d'ordonnancement, changer les mots, même entre guillemets techniques qui ont été envoyés par votre code HTML. Donc vraiment le site, avec cette interface très simple que Caméléon propose, il peut vraiment être transformé assez facilement. La recoproduit qu'on a lancée donc avec Target to Sell a vraiment permis de passer un cap sur la pertinence qu'avait notre site. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Donc aujourd'hui, je vous l'évoquais, cette partie-ci, elle est vraiment puissante, presque en stand-alone, si vous êtes uniquement sur de la perso temps réel, donc sur ce qu'on appelle donc, les prospects chauds, puisque en fait, toutes les données que ces systèmes récoltent, aujourd'hui, c'est des données qu'on récolte en temps réel avec le tracking du site. Donc on va récupérer en effet que la personne a tapé dans le moteur de recherche, qu'elle est sur un navigateur Safari, qu'elle est venue du SEO, etc. Par contre, le fait que ce soit une jeune maman avec une LTV supérieure à la moyenne et qui n'est pas opt-in, ça se fait pas entre guillemets sur la partie temps réel, c'est sur la partie en fait ce qu'on appelle nous DMP. Donc la logique de DMP, elle a vraiment cet intérêt-là, c'est de récupérer en fait toute la carte d'identité de vos visiteurs. Et donc en fonction de vos scénarios, si vous dites aujourd'hui cette notion de carte d'identité n'est pas intéressante parce que chez moi c'est pas nécessaire, en effet, si vous partez sur ces solutions-là qui sont pour moi la priorité quand on construit l'écosystème, vous allez quand même faire pas mal de choses. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que cette notion de CRM est extrêmement importante, donc on a intégré une DMP. Donc la DMP, après, elle a l'intérêt, c'est d'avoir tout ce CRM-là qui est, entre guillemets, digitalisé. Et après, on a encore un autre sujet qui est en amont, c'est ce qu'on appelle le CRM onboarding. Puisque, en fait, si vous intégrez dans votre DMP, alors nous, c'est le cas, tous les tickets de caisse et tous les clients de la marque Auchan, qui sont assez nombreux, tous ces clients ne sont pas forcément des clients qui sont, à un moment donné, rentrés sur votre site. C'est-à-dire que ces clients-là qui sont, après, théoriquement dans la DMP, ce n'est pas pour autant qu'ils visitent votre site. Donc ils ne sont jamais venus, ils ne sont pas forcément logués. Donc ce qui fait que là, on est uniquement sur des clients qu'on pourrait cibler, mais tant qu'ils ne viennent pas sur votre site, vous ne pouvez rien faire. Et donc on est sur la logique où en amont, on intègre encore une autre brique qui s'appelle le CRM onboarding, qui va permettre en fait d'aller chercher vos clients là où ils se trouvent. Donc je prends l'exemple, donc si Madame Lambda, qui est une cliente de l'hypermarché de l'ERS, qui vient toutes les semaines, donc une cliente très fidèle, elle ne passe jamais sur mon site parce qu'elle ne connaît pas Auchan.fr. Donc même si on a beau faire de la promotion sur les magasins, elle n'a jamais entendu parler d'Auchan.fr, donc elle ne vient pas naturellement. Avec le CRM onboarding, donc j'intègre ici cette Madame Lambda dans la partie DMP. La DMP communique avec le CRM onboarding qui va les permettre de retrouver cette cliente-là sur l'écosystème Internet. Et donc si sur cette partie écosystème, Madame Lambda navigue sur marieclaire.fr, ben, automatiquement il y aura un rapprochement en temps réel et je vais pouvoir déclencher une campagne sur Madame Lambda. Madame Lambda donc, aura le bon message, parce que je vais dire Madame Lambda qui était donc une très bonne cliente de nouveau jeune maman. On va déclencher une campagne qui va être une campagne puériculture.
je sais que j'aurais dépensé 24 centimes au clic, elle arrivera sur mon site. Madame Lambda en temps réel, avec Caméléon et Target to Sell, on passe aussi le fait que ce soit un segment, donc jeune maman, et on personnalise la première page qui va dire « Bienvenue, voici les meilleures poussettes du moment », et vous avez aussi une offre de 12 € pour commander. Par contre, si son comportement tout de suite, c'est en moteur de recherche taper autre chose, on va réajuster tout le site par rapport à sa demande. Puisque ce qui est prioritaire, c'est non pas qui elle est, mais ce qu'elle recherche en temps réel. Donc c'est vraiment toujours à cet angle-là, c'est en push, je suis pertinent parce que je connais mon client. Par contre, aujourd'hui, avec la logique de temps réel, toute l'information que vous donne votre client dans sa navigation, c'est l'élément le plus prioritaire, et c'est aujourd'hui ce qui va faire le plus de pertinence si vous l'exploitez bien. Voilà, après sur l'écosystème, on a donc après forcément donc, une partie donc, qui est en retargeting email, qui est en fait connectée entre Caméléon et une solution de retargeting email, où vraiment après tout l'écosystème doit s'enrichir. Ce qui est important, c'est que tout ce que je vous montre ici, donc c'est des solutions en mode SaaS, qui sont alors plug and play, oui, et qui permettent vraiment d'aller chercher les meilleurs entre guillemets sur leur domaine. Donc c'est comme ça que nous on l'a conçu, et c'est comme ça qu'on l'a aussi entre guillemets amené au niveau de l'entreprise, puisque c'était aussi un mode de fonctionnement. Vous doutez, Auchan, c'est aussi c'est une boîte voilà, qui est installée, qui a aussi, d'un point de vue politique, sécurité et SI, des prérequis extrêmement importants. Cette approche est quand même en rupture, mais on sait que nous, elle est nécessaire pour vraiment avancer sur un sujet perso pour lequel en fait, on est en apprentissage constamment. C'est-à-dire que ça, on l'a démarré, donc vous l'avez vu, hein, donc on est 2014, 2015, 2016. Là, on avait fait un test donc, début 2016. Et donc, je présume qu'il y aura des briques 2017, donc on est vraiment aussi en itératif. Donc, pensez qu'en fait, on aura la solution écosystème complet du jour au lendemain. Je pense que la personne qui vend ça, c'est pas de quoi elle parle, quoi. Très bien. Être itératif, ça veut dire nécessairement mesurer. Donc en l'occurrence, faire de l'A/B test. Exactement. Et de l'A/B test, ce qui est toujours intéressant, c'est que par rapport au sujet qu'on avait juste avant, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit aujourd'hui l'A/B test ou les persos qu'on fait, on a la chance, c'est que sur le site auchan.fr, on a un nombre de personnes identifiées donc, sur le site nativement, qui est extrêmement important. Donc pour votre info, quand on a 100 visites sur le site, on a plus de 50% des gens à qui on s'est rattaché une identité. Donc ça, c'est intéressant. Et par rapport à ça, quand on fait des A/B tests ou de la perso, le but, c'est aussi de requalifier entre guillemets, les résultats, pas uniquement d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire, en effet, on a fait plus 3, c'est bien. Par contre, si le plus 3, c'était plus 8 sur la cible stratégique et moins 2 sur une cible non stratégique, le plus 3 était aussi à nuancer. Donc ça aussi, l'intérêt, c'est d'avoir toujours une approche quanti et une approche quali. Donc, concernant l'A/B testing chez nous, donc il y aura plusieurs use cases là, qui vont passer. Celui-ci, le premier, il est sur de tests. Donc, c'est des tests qu'on fait beaucoup chez nous, des tests de solutions tierces en fait. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une solution qui nous permet de pousser du contenu supplémentaire sur nos fiches produits. Comme disait Hakim tout à l'heure, on a beaucoup de produits sur le site et le contenu n'est pas toujours très détaillé, très renseigné, puisque c'est très chronophage à faire. Cette solution nous permettra à terme, et nous permet actuellement pour le test, de pousser du contenu supplémentaire qui est proposé directement par la marque. La contrainte qu'on avait, en fait, c'est que c'est le genre de solution qu'on pousserait plutôt côté SI et pas côté tag management. Il s'agit effectivement d'un script, mais en termes de ressources, en termes de performance, côté tag management, ça peut avoir ses limites. Là, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est, grâce à Caméléon, d'A/B tester la solution, de voir son réel gain. Déjà, ça nous permet de répondre à deux questions. Est-ce qu'on veut utiliser la solution? Est-ce qu'elle apporte vraiment sur nos pages? Et deuxièmement, est-ce que si on l'utilise, est-ce que ça vaut le coup de faire un développement IT? Donc on a une double mesure, une mesure performance commerciale et une mesure performance tout court, performance des temps de chargement. Et sur ça, donc, l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, sur une solution, donc, pour la cité, ça s'appelle FlixMedia. Elle permet donc d'enrichir vraiment directement des fournisseurs, donc par exemple de Seb, des fiches produits et du rich media qu'on n'a pas forcément chez nous. Donc sur un Cookéo, on va avoir des vidéos supplémentaires, des notices supplémentaires. Et on s'était posé la question, est-ce qu'on intègre ça directement par le PIM, donc c'est-à-dire vraiment à la base de la base? Ça aurait pris beaucoup de temps. Donc on s'est dit, avant de faire ça, on va vraiment A/B tester de manière très simple. Et là, on est uniquement sur un JavaScript qui appelle FlixMedia en temps réel avec l'ID du produit. Et lui vient peupler les pages produits avec en fait cette partie de contenu riche. Et donc l'enjeu, c'est de dire, si en effet il y a un vrai lift, peut-être qu'on envisagera de le mettre dans le PIM. Mais s'il n'y a pas de lift, au moins on aura fait un truc en 5 minutes et on ne sera pas engagé dans un développement qui sera long et coûteux. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour la plupart des nouvelles solutions qu'on veut mettre en place, en tout cas les solutions de ce type. Là, en l'occurrence, on a vu un 20% d'augmentation, donc c'est une démarche qu'on va effectivement suivre par la suite. 20% d'ajout panier, effectivement.
Sur les produits, donc on a vraiment cette logique où chaque produit qui est éligible à cet enrichissement, donc une fois sur deux, le produit n'a pas l'enrichissement, et l'autre fois, il a l'enrichissement Flix Media. Et là, on a vraiment un plus 20 sur le taux d'ajout au panier. Donc, par rapport à ce qu'on vend en termes de produits qui sont des produits très impliquants, le plus 20 est significatif. Donc vous aviez la solution d'A/B test en place et vous souhaitiez tester une solution de recommandation personnalisée de produits, d'où cette slide suivante où vous avez comparé finalement les recos manuels et Target to Send. Exactement. Alors, on a depuis quelques mois maintenant, voire plus d'un an, les recommandations Target to Sell à plusieurs endroits du site. Par contre, on avait quand même une conviction en interne, en tout cas au niveau des équipes commerce, qui était que la mise en avant, donc ça c'est une mise en avant qui est en homepage en fait, que cette mise en avant était plus efficace en étant poussée directement par les pods du commerce. Donc c'était chaque semaine, il y avait une rotation en fait, chaque semaine, il y avait 4 pods qui avaient le droit d'avoir un produit en homepage et qui poussaient ce produit, donc il y a une bombe en fait, directement sur le site. En fait, c'est un process qui prenait beaucoup de temps. Donc, il y avait le commerce qui devait réfléchir à ses produits. Il y avait l'intégration, donc chez nous, de studio, qui devait intégrer ces recommandations, donc qui étaient 100% manuelles, qui était vraiment, c'est un lien vers la fiche produit simplement. Et il y avait aussi l'animation commerciale qui devait s'amuser à coordonner tout ça. Ce dont on s'est aperçu rapidement, c'est qu'en fait, en cas de rupture de stock, on était obligé de tout rechanger à la main. Ça prenait énormément de temps, ça nécessitait beaucoup de réactivité et ça générait de la frustration client parce qu'en fait, on était incapable de réagir en temps réel. Forcément, ça prend du temps, il y a du cash, il y a plein de paramètres à gérer. Si c'est le week-end, on n'a pas grand monde qui est là pour le faire. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on a décidé, c'est récemment de tester ça. Donc, cette recommandation manuelle face à la recommandation Target to Sell. L'avantage de la recommandation Target to Sell, c'est qu'en plus, on peut l'ajuster en fonction de la saisonnalité. Si c'est en solde, on peut pousser un autre type de recommandation. Si on a vraiment 2 produits, par exemple, qui sont des produits phares qu'on veut vraiment pousser, par exemple, la sortie de l'iPhone 8, je ne sais plus à combien on en est, mais l'iPhone 7, on peut pousser l'iPhone 7 avec les recommandations à côté, mais en tout cas, on aura toujours l'iPhone 7. Donc le résultat de ce test, en fait, il a été assez rapidement convaincant. Donc là, on a plus un point de taux de conversion sur ces recommandations quand on utilise Target to Sell. Donc le résultat, il est vraiment pour nous, c'est un gros gain, un gain de temps et un gain de conversion, donc c'est parfait. Très bien, donc autre use case. Voilà, alors sur ce use case-là, ce qu'on voulait tester, en fait, c'est la manière de pousser des jeux concours. L'objectif des jeux concours, c'est un peu pareil chez tout le monde, c'est de récupérer des adresses pour faire de la newsletter, notamment derrière. On a eu une contrainte qui est venue en fait, des équipes UX, donc, qui est aussi de la croissance du trafic mobile, la grosse croissance du trafic mobile qu'on a connue, c'est qu'on poussait habituellement toujours en fait, ces opérations via des pop-in. Et autrefois des pop-under, mais la pop-under, on avait totalement arrêté. Les équipes UX nous ont proposé 2 autres solutions pour pousser ces jeux concours. Donc la première solution était d'intégrer directement au slide, mais comme on a la priorité animation commerciale, c'était le 4e slide, je crois, donc très peu vu en fait. Et on avait aussi un bandeau, un sticky en fait. C'était un petit bandeau qui apparaît au chargement de la page et qui doit faire 80 ou 100 pixels de haut. En fait, l'A/B test nous a montré qu'on était vraiment beaucoup plus efficace avec la pop-in. Donc c'est un A/B test en fait qui nous a permis de voir qu'on n'avait pas d'autre choix dans un premier temps que de garder le mode de communication qu'on avait jusque-là. Donc on l'a gardé. Par contre, la petite subtilité qu'on est venu apporter après et qui est du coup beaucoup moins intrusive pour l'utilisateur, et ça on a pu le faire grâce à l'arrivée de l'outil de perso de Caméléon, c'est de ne montrer cette pop-in qu'en sortie de site, donc comme dans la démonstration de Frédéric tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que comme on est sur une logique de collecte d'adresse mail, c'est là où justement la notion de Caméléon connecté à NDMP est intéressante, puisqu'on va déclencher la pop-in que ceux qui ne sont pas opt-in à la newsletter, tant qu'à faire. Donc autant ne pas embêter ceux qui sont opt-in. Donc on va juste avoir cette info supplémentaire, c'est opt-in ou non-opt-in en termes de segmentation, et ensuite un déclenchement pop-in en sortie de site. Et l'avantage aussi avec Caméléon, c'est qu'on peut également ne la déclencher donc uniquement sur les opt-in. Si on n'a pas cette info de la DMP,
on peut aussi restreindre et créer un objectif, par exemple, qui serait participation au formulaire, à savoir que les formulaires de jeu ne sont pas... dans les formulaires de jeu, on n'est pas obligé de s'optimiser. Si on crée cet objectif, on peut ne pas déclencher l'action quand l'objectif a été rempli. Donc ça nous permet vraiment de cibler uniquement les gens qui doivent être ciblés et pas de faire comme du mass mailing, mais de la communication de masse sans réfléchir à tout le monde. Alors ça, c'est notre première véritable action de personnalisation sur le site. Donc là, on s'était fixé comme ambition pour la foire au vin qui a eu lieu en début d'année, de personnaliser entièrement la page. Donc chez nous, ça s'appelle une SHP, c'est une landing en fait du rayon vin, pour deux types d'utilisateurs différents. Donc les utilisateurs experts que nous, on aura sélectionnés comme étant des experts, et les utilisateurs qui sont plutôt novices. Donc là, c'est plutôt pour la performance technique, en fait, on a réussi à changer toute la page. Donc il y avait des recommandations target to sell. Donc là, on ne voit pas la page en entier, mais il y avait des recommandations target to sell. Donc elles changeaient en fonction du type d'utilisateur. Donc ces recommandations étaient sur des experts. Par exemple, on allait cibler sur des bouteilles entre 50 et 200 euros. Et sur des novices, on passait plutôt les cartons 2 achetés, 1 gratuit, des bouteilles à moins de 20 euros. Enfin, voilà. On a vraiment adapté la communication aux clients. Et ce qui est important, là tout à l'heure on parlait d'alignement, pour nous ça a été vraiment un sujet qui a été la première opération vraiment pour sauter dans le grand bain. C'est que typiquement le marché, qui est donc chez nous le marché du vin, a travaillé sur le fait de dire qu'est-ce qu'un expert, qu'est-ce qu'un novice. On a donné ces inputs-là à la partie donc, connaissance client pour eux puissent créer des segmentations adaptées sur ces inputs-là. Par rapport à ça, on a toujours travaillé entre l'animation commerciale et le marché pour définir quel parcours client on devait avoir sur du novice ou sur de l'expert, que ce soit en termes de look and feel ou ensuite de mise en avant de messages. Et ensuite, avec la partie merchandising, pour redéfinir en fait toutes les redirections qui vont faire que le parcours novice va plutôt avoir ce chemin-là versus un parcours expert qui aura un autre chemin. Donc il y a vraiment l'alignement là de tous les métiers qui est vraiment nécessaire pour qu'à la fin, l'ensemble du parcours du client soit, de son point de vue à lui, extrêmement cohérent et extrêmement pertinent. Donc à ce niveau-là, on avait aussi, donc techniquement, en fait, on utilisait des segments qui ont été poussés directement via notre DMP. Donc c'était aussi la première fois qu'on utilisait le lien entre Caméléon et la DMP, donc la Live API. On a accès directement, à partir du moment où le client est déjà venu chez nous, on a accès directement à son segment. Donc ces segments, on y a poussé des données CRM, on y a poussé des infos qui venaient des tickets de caisse. On a vraiment créé des profils, donc, comme disait Hakim, mais avec des infos CRM et également des infos chaudes. Donc là, ce qu'on a ajouté aussi pour cette personnalisation, c'est que si un client arrivait qu'on ne connaissait pas, mais qu'il visitait des bouteilles à 150 €, là, on venait d'exposer à la personnalisation expert. Donc c'était, alors je me souviens plus exactement de la règle, mais on avait, il fallait qu'il visite 2 pages, 2 fiches produits de bouteilles de plus de 150 €, par exemple. On s'est rendu compte, en fait, pour l'analyse derrière, donc, que c'était une page qui était très peu visitée. Donc forcément, nous, on était avant tout sur un test technique, donc on était satisfait. On n'a pas constaté de ralentissement, donc ça, c'est déjà une grande victoire, parce que changer toute une page comme ça, techniquement, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est une des alertes qu'on s'est données, c'est que sur la personnalisation, autant que sur l'A/B testing, si on veut analyser les données, il faut avoir du volume. Donc là, en l'occurrence, le volume, il était très faible. Donc c'est 5000 visiteurs. Sur 5000 visiteurs, en termes de conversion, on n'a pas grand-chose. On parle bien de volume à la fois sur la notion de qui je cible en amont, mais aussi du carrefour de trafic. Donc on avait du volume en amont sur le ciblage. Par contre, la page en tant que telle, dans le parcours, n'était pas très exposée. Donc typiquement, si on avait fait cette même perso sur la homepage, en intégrant cette communication sur la foire au vin, on aurait eu, pour la même cible, un degré d'exposition beaucoup plus important. Donc il y a bien qui je cible et à quel niveau le carrefour de trafic se situe pour se dire l'exposition sera suffisamment pertinente pour qu'elle se soit vue et que ça apporte ce lift en termes de transformation. Ce premier scénario a été bien vécu par les équipes métiers. Ça a été le sujet où il a fallu mettre tout le monde en ordre de bataille. Par contre, on avait créé une vision au tout départ sur cette notion de marketing centré client. Donc ça a été l'aboutissement quand même de pas mal d'ateliers de travail. Donc non, pour les coups, ça a été bien vécu. Après, la limite, c'est qu'on aurait pensé avoir un résultat qui détonne.
Par contre, ce que je disais, c'est que ce qui a été le plus riche, c'est l'enseignement. Donc, de nouveau, ça ne veut pas dire que la personne ne fonctionne pas, c'est comment, de nouveau, à chaque fois, on est mature pour tirer les enseignements et être, entre guillemets, meilleur la fois d'après. Alors ici, on avait retenu un petit peu la leçon, on a décidé de faire une deuxième personnalisation du même type, mais cette fois, on a ciblé la homepage. C'était la semaine d'après, donc c'est vraiment, quand on parle d'itératif, on a très vite en fait, essayé d'adapter les enseignements pour l'opération qui suivait. Voilà, donc cette fois, ce qu'on a fait, on n'a pas remplacé toute la page. Il y avait un risque qui était quand même nettement plus grand en homepage. Je pense qu'on le fera à terme en homepage également, mais on essaie d'y aller quand même pas à pas de géant, quoi. Ce qu'on a fait cette fois, en fait, c'est qu'on a changé de cible. On a pris les affinitaires des jardins. Donc les gens dont on sait qu'ils ont des jardins, qui ont acheté des produits de jardin. Donc attention, des produits de type salon de jardin, pas des produits de type pot de fleurs tout petit pour mettre sur un balcon, par exemple. Donc on a essayé d'être très fin sur la cible. Encore une fois, via DMP et via les visiteurs chauds, donc via les actions des visiteurs. À savoir aussi qu'on a créé aussi dans Caméléon quelque chose qui nous permettait de traquer ces visiteurs et de le conserver. Donc sur 2-3 semaines, ça dépend, je ne sais plus combien de temps on s'y est pris à l'avance, mais je crois que c'était 2 semaines. Donc on avait ces données qui étaient très fraîches et qui nous ont permis de mettre en avant le jardin sur nos cibles. Là, on a constaté cette fois des résultats. On a eu un +1 de conversion, effectivement uniquement sur la cible, mais ça nous a permis de dire que quand on personnalise nos visiteurs qui sont affinitaires jardin, quand on leur pousse le jardin, ils convertissent plus que quand on ne leur pousse pas. Et en plus, en termes d'achat, on a vérifié les contenus des paniers. Ils étaient très orientés jardin. Donc c'était tous vérifiés. Donc c'était un très bon exemple de personnalisation qui fonctionne cette fois. Donc voilà, de nouveau, ce qui est important, c'est qu'historiquement, on aurait mis uniquement l'animation qui est à droite et on l'aurait fait en masse. Par contre, voilà, sur les 300 000 qui sont exposés sur le jardin, on a un taux de transfo qui est à +1 point. La question, c'est qu'en effet, donc peut-être qu'au travers de ceux qui ont été exposés, il y a encore d'autres sous-cibles en dehors du jardin, ou en tout cas sur d'autres sujets qu'on aurait pu cibler et qui auraient permis en fait d'avoir 300 000 par 300 000 un point de transfo supplémentaire, qui fait qu'au final du site, on aurait beaucoup plus. La question de nouveau, c'est comment en termes de process métier et d'intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur, vous êtes en capacité, typiquement là sur la Nimco, d'avoir plus d'opérations qui permettent en fait de répondre à un instant T à plus de cibles. Donc il y a aussi une logique de comment j'industrialise et comment j'automatise, comment au niveau des équipes en fait j'ai un niveau de productivité qui est entre guillemets optimisé et qui permettra de le faire. Nous, ce qu'on a aussi imaginé, c'est qu'à un moment donné, il y a des opérations. Aujourd'hui, quand on faisait du massif, c'était une opération chasse l'autre. Donc une semaine, on avait une opération, la semaine d'après, etc. C'est comment les opérations, au final, sont sur des cycles beaucoup plus longs, qui permettent pas non plus de multiplier à l'infini le nombre d'opérations, mais de capitaliser beaucoup plus sur les opérations qu'on a construites et les exposer plus longtemps aux cibles les plus appétentes. Alors ici, sur la partie reco-produit, voilà, un petit peu comme l'évoquait tout à l'heure Adrien, donc on a vraiment déployé, ce qui était pour nous important, c'est de déployer un maximum de reco et de présence produit sur l'ensemble du site, donc que ce soit sur du cross-selling, sur des fiches produits, sur de la popinage au panier, sur du moteur de recherche sans résultat, pour dire, voilà, aujourd'hui, ce qui est pour nous important, c'est de rapprocher ou faire en sorte qu'un client rencontre le produit qui lui est le plus pertinent. Donc c'est comment on déploie ça avec une vraie capacité à utiliser l'algorithmie que propose Target to Sell et suivre justement les résultats de chacun des espaces. Donc aujourd'hui, on a quand même maintenant, après un an, 7% du chiffre d'affaires qui passe par de l'exposition ou du clic sur des recos. Donc il y a une vraie capacité aujourd'hui à aller faire de l'incrément sur nos clients parce que justement on a créé cette pertinence-là. On a avec la marketplace, on va dépasser le million de produits. Forcément aujourd'hui, même si les clients passaient énormément de temps sur le site et que le produit miracle était sur le site, aujourd'hui l'arborescence, elle a beau être extrêmement claire, on ne pourra jamais, entre guillemets, le rapprocher en un clic de son visiteur. Donc c'est comment l'algorithmie permet de faire ce travail-là. Donc c'est bien définir ces espaces-là, les déclencher au bon moment pour pas que ça soit non plus perçu comme intrusif et avec le bon niveau de contexte. Donc ça c'est vraiment pour nous l'élément important. Quand je parlais justement d'industrialisation, on parlait d'animation commerciale, là pour le coup l'avantage c'est que la partie produit, avec votre catalogue produit que vous mettez à disposition, là tout est automatisé. Donc on s'est aussi rendu compte qu'au départ il y avait quand même pas mal de dogmes et qu'il fallait justement plutôt lutter contre ça en interne, qui était de dire si moi je suis le pro du produit, ben, c'est forcément ma reco qui sera la meilleure. Bah oui, mais en fait comme ta reco elle est que contextualisée par rapport au produit, tu ne peux pas connaître le client en temps réel sur qui il est, ce qu'il recherche.
Donc forcément, laisse entre guillemets place à l'algorithme. Donc ensuite, la logique d'AB test a un vrai intérêt qui est de montrer d'un point de vue juste factuel que quoi qu'il en soit, on aura beau passer le temps qu'on souhaite et avoir le bon niveau d'expertise, c'est qu'à un moment donné, la machine, par rapport à tous les entrants qu'elle peut avoir par rapport à l'humain et par rapport à tout ce qu'on traite en termes de volumétrie produit-client, derrière, on aura toujours des lifts beaucoup plus importants. Et de nouveau, hein, c'est là où on est vraiment scalable à l'infini, puisque aujourd'hui, à chaque fois, on peut ouvrir de nouveaux espaces sur le site sans devoir en effet recruter 34 personnes sur le sujet et qui, pour le coup, en plus, n'ont pas forcément le lift, en tout cas un lift supplémentaire par rapport à la machine. Mais c'est vraiment important parce que c'est toujours très déstabilisant pour le marketeur ou le spécialiste de l'offre produit de dire en fait j'ai une machine qui fait tout pour moi et quand je vais sur la fiche produit, je me pose toujours la question de pourquoi il m'a mis ça. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que nous en interne, on a toujours des comportements un peu bizarres, on visite tous les produits, etc. Et forcément, comme l'algorithme prend en compte aussi le parcours du client, il dit mais ça c'est pas pertinent, donc pourquoi il m'a recommandé ça? Peut-être tu as été voir ça juste avant parce que tu vérifies ce produit-là. Donc je prends l'exemple, hein, donc on était sur par exemple, un lit bébé, il recommandait une bouteille de vin. Et il me dit c'est pas normal, c'est n'importe quoi, etc. Ouais, mais regarde fait précédent, ah oui, j'avais été vérifié au final le prix des vins. Donc forcément, il a intégré ton parcours à toi. Donc il y a une notion de contexte, mais aussi une notion de perso. Et donc voilà, là où il faut de nouveau reprendre du recul, c'est dire voilà, quand on fait l'AB test qui est pur et dur, d'un point de vue quantitatif, voilà, le résultat il est à plus autant. Et donc voilà, il faut juste ensuite laisser les choses agir sur le principe. Mais voilà, c'est un travail, une fois que c'est fait, mais ça peut prendre du temps. Donc il y a un vrai rôle sur la notion d'évangélisation qui est assez important. Ah oui, donc là pendant l'opération solde, on avait un gros sujet qui était comment en fait au niveau des soldes. On a beaucoup de produits, on a une offre qui est extrêmement large et profonde. La homepage reste la page la plus visitée durant les soldes et historiquement en fait elle avait uniquement la partie bandeau haut qui était des redirections vers des catégories. Et là on voulait vraiment la transformer comme étant une page complètement personnalisée pour le client. Et donc pour le coup on avait donc créé en fait quasiment 5 lignes de produits qui permettaient à chaque visite du client d'avoir la meilleure recommandation par rapport à ce qu'il venait de faire sur le site. Donc à chaque fois qu'il revenait, donc on a un comportement qui est quand même assez fort en solde, qui est de toujours revenir sur la home page. À chaque fois il revenait, il revoyait des nouvelles recommandations en temps réel qui lui étaient entre guillemets personnalisées, qui permettaient de nouveau ressolliciter une navigation. Puisqu'on a forcément aujourd'hui des comportements sur Auchan.fr avec des promos et des offres qui sont extrêmement agressives, qui est extrêmement opportunistes. Et donc là on voulait vraiment pousser à chaque fois les meilleures promos et les meilleures offres pour le client. Ce qui était important, c'est que là, on avait quand même, je pense que sur la durée, même sur la première semaine, on avait 64 millions de produits recommandés, donc avec une vraie logique de charge. Et je me souviens, on avait fait un gros travail en amont sur la partie bench, mais au final, ça a été vraiment un élément qui nous a permis de transformer plus. Donc on a un plus 11 en termes de taux de transfo, ce qui était extrêmement positif pour le business pendant cette période. Ce use case-là est intéressant puisqu'en fait, on a lancé récemment en fait, un site communautaire qui s'appelle laviequej'aime.auchan.fr et qui est surtout en fait, un site qui a vocation en fait, à communiquer autour du contenu et notamment des cibles stratégiques. Donc là, vous avez notamment une communauté qui s'appelle MyBaby qui permet en fait, pour tous les clients de retrouver à la fois donc, des articles, des forums, donc tout ça autour d'une communauté qui va surtout entre guillemets, échanger autour de cette thématique-là. Et on s'est rendu compte que les clients justement nous demandaient à chaque fois qu'on recommandait un article sur un sujet, si on pouvait aussi avoir des propositions d'articles. Donc on ne voulait pas non plus de nouveau rentrer dans une logique manuelle, ce qu'on avait quitté quelques mois auparavant, qui était de dire si on faisait un article nous sur pour le coup des lits parapluies, on ne voulait pas que la personne aille chercher elle-même les lits parapluies, en sélectionne 4 et que pour le coup s'il changeait les prix, on aurait dû changer les prix, s'il n'était plus en stock, etc. Et donc là on a intéressé de travailler avec nous sur la façon d'intégrer de manière très intelligente, par notamment une lecture de l'URL, les meilleurs produits. Donc là, en plus, c'est vraiment automatisé dans le sens où Target to Sell vient lire un paramètre dans l'URL, puisque la personne, quand elle crée son article, elle dit moi, je veux parler des lits parapluies. Et automatiquement, là, on vient intégrer une zone de recommandation qui est contextualisée donc, à cet article-là et qui, pour le coup, est toujours à jour en termes de stock, de prix, d'avis client. Donc, pour nous, c'est quasiment, au final, invisible. Et ça crée la pertinence du point de vue du client. Et donc, quand on clique, on arrive sur la fiche produit, on peut revenir sur le contenu. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on passe, nous, alors, dans le principe du site communautaire, on passe d'une logique pure mercantile à cette notion vraiment de contenu. Et là, on a vraiment quelque chose qui commence à être assez reconnu par nos internautes, ce qui est de dire, j'arrive vraiment dans un contexte où on m'a vendu et on m'a proposé vraiment du contenu à haute valeur ajoutée. Et en bas, j'ai de la reco produit. Donc, le parcours est extrêmement fluide. Et donc, ça, sur l'interaction, on a eu un plus 15 sur le taux d'interaction avec, parce que là, on est plutôt sur du site de contenu, donc on n'a pas forcément une notion de taux de transfo, mais bien sur la notion d'engagement et d'interaction.
Et le dernier use case qui est en configuration, c'est donc un use case sur la partie recommandation et retargeting par email, et qui mêle donc là à la fois donc Chameleon, Target to Sell et Smart Focus, qui est notre solution de routage email sur cette partie-là, puisque de nouveau, donc tout à l'heure Frédéric nous a démontré la partie qui était une personne qui sort du site, je lui déclenche une pop-in de rattrapage avec les articles de la même catégorie. Ce qu'on fait, c'est que nous aussi, on fait la relance du panier. Donc, on le teste donc là, à plus 1 heure, à plus 2 heures, à plus 24 heures, et qui va permettre en fait de retrouver les produits qui sont dans le panier et aussi des recommandations liées au contenu du panier. Donc ça, on est en train de le déployer donc, en configuration parce qu'on le fait à la fois sur le panier, on le fait sur les descentes produits. Une personne qui a quitté la descente produit, on va regarder en fait le temps qu'elle a passé sur chacune des descentes produits, et le temps le plus important donc sur la descente produit concernée va entre guillemets déclencher un email de retargeting. Donc si j'ai vu des tabourets et des tablettes ordinateur ou autre, et ben, si j'ai passé plus de temps sur la partie ordinateur, et ben, le système, grâce à Chameleon, va dire il a passé plus de temps, donc c'est la catégorie la plus pertinente, et on fait un retargeting sur les tablettes, plus des recos sur les meilleures tablettes. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on intègre aussi les algos de Target to Sell pour dire ben, on va plutôt pousser les tablettes les plus vendues, les plus margées, les plus cliquées, et ensuite il y aura cette notion de perso systématiquement par rapport au client. Puisque quand on pousse de l'emailing, on est bien sur un ID individu, et donc on intègre systématiquement cette couche de perso. Et on le fait ici aussi sur les fiches produits. Donc la fiche produit sur laquelle on a passé beaucoup de temps ou sur laquelle on a beaucoup d'interactions sur des avis de clients ou autres, on va aussi l'utiliser pour faire du retargeting. Par rapport à ça, dans le module Target to Sell, donc là on l'utilise vraiment sur ce qu'on appelle des emails triggers. On l'utilise aussi sur nos emails commerciaux qu'on envoie vraiment en push, qui ne sont pas en rebond d'une action du client, pour lequel en fait on va mettre nos opérations commerciales, qu'on va aussi maintenant de plus en plus cibler avec des modules Target to Sell qui vont bientôt sortir, plus de la recoproduit par rapport au client. Donc par rapport à ce qu'il est, et par rapport au comportement qu'il a pu avoir il y a quelques semaines sur le site. Super, on arrive au bout de cette présentation. By the way, je ne me suis pas présenté, donc je suis François Zizerman, le président de Target to Sell. Je vous propose qu'on poursuive à côté avec un café. Merci Hakim, merci Alexandre, merci Caméléon.